Rosen. Hollande, est-ce que vous avez voté, vous Alors moi j'ai voté aux États-Unis, oui. Fort, la classe. Par correspondance. Et ouais. Et j'ai imprimé mon petit bulletin, enfin mon très grand bulletin qui est. Vous avez voté, bien sûr, vous avez voté Kamala Harris. Évidemment. Bien sûr, non, vous avez voté. Ça ne fait aucun doute. Vous avez voté Donald Trump. Alors, il y avait d'autres choix. Personne n'en a parlé dans les médias, mais en effet, il y avait d'autres choix sur les bulletins de vote. Il y avait Robert Kennedy Jr. qui s'est rallié à Donald Trump et qui était encore sur les bulletins de vote. Et puis, il y avait d'autres candidats indépendants. Voilà. Puis, au-delà de ça, on vote pour d'autres mesures ou d'autres choses. Voilà. Alors, on va revenir sur plein de choses. On a beaucoup de moments très drôles à vous montrer, bien entendu. Puis on va revenir sur comment ça a été traité, parce que ça a été absolument incroyable. Et puis, on reviendra sur ce qu'a dit Louis Sarkozy, qui était hier sur LCI et qui a eu des mots incroyables par rapport à Kamala Harris et Donald Trump. Éric Ciotti est avec nous. Merci Éric Ciotti d'être là. Merci beaucoup parce que vous êtes un des seuls à avoir quand même prédit déjà la victoire de Donald Trump et avoir dit que pour vous, c'est lui qui devait gagner. C'est vrai que pourquoi c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes politiques qui l'ont dit. Apparemment. Je l'ai dit parce que, d'abord, j'aime toujours, je suis attaché à dire ce que je pense, et encore plus depuis le mois de juin dernier. Je suis totalement libéré d'un système qui était assez pesant. Et puis, c'est vrai que pour certains, moi je vois, j'ai des collègues qui aujourd'hui en privé se réjouissent de cette victoire, mais qui n'osent pas trop le dire. Exactement. Parce qu'il y a une telle pesanteur d'un système médiatique qui, en gros, classe, définit et distingue le camp du bien du camp du mal. Je l'ai vécu dans d'autres cadres en France, que c'est difficile de s'engager. Mais moi, je crois que la politique, et de plus en plus, ce doit être la vérité. Ça doit être la fin de la langue de bois, de ce qu'on cache, ce qui est différent dans l'expression publique et dans la pensée privée. Et je crois que les gens voient quand on n'est pas sincère, quand on ne dit pas la vérité. Je crois que c'est de plus en plus, ça va être essentiel de dire ce qu'on pense et de faire ce qu'on dit. Parce que c'est ça qui a creusé ce fossé énorme entre les citoyens et la politique. Et donc j'ai dit que, à la fois, je pensais que Donald Trump allait gagner. Ça, c'était plutôt un pronostic, une analyse par rapport à la situation des États-Unis, par rapport à son bilan, par rapport à son projet, et puis que je souhaitais qu'il gagne, parce que je considérais que c'était pour l'Europe, et pour la France et pour le monde, que c'était sur plusieurs domaines, sur la lutte contre le wokisme, sur le combat contre l'immigration illégale, sur une forme de rétablissement des frontières, parce qu'on a besoin de frontières, sur le combat contre le wokisme, que c'est lui qui tournait une page extrêmement négative, y compris pour nous, parce que ce qui se passe aux États-Unis arrive toujours en France et en Europe quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, mais systématique. Là, ça et qu'on subit aussi le wokisme, on subit cette forme de pression sur l'immigration. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quand même une énorme défaite pour le wokisme, la victoire de Donald Trump. C'est quand même, aujourd'hui... C'est la fin du wokisme. Exactement. Enfin, je l'espère. Je pense aussi que c'est la fin du wokisme. Ça marque la fin du wokisme, c'est terminé. Et vous savez que ça part toujours des États-Unis. De ce délire porté par l'extrême gauche, qui gangrène ici nos universités. Mais ça arrive, et vous voulez que je vous dise, d'habitude, les choses qui arrivent aux États-Unis arrivent 1 an, 2 ans après, ça arrive beaucoup plus vite là. Vous avez vu, ça accélère. C'est un truc de fou. Hein. Oui, Béatrice Rosen. Oui, en anglais on dit go woke, go broke. Ça veut dire si vous allez woke, vous devenez ruiné. Oui. Et c'est go broke. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour Victoria's Secret, pour Kamala Harris là, avec la campagne. Mais au-delà de ça, c'est aussi la fin, je pense, d'un système médiatique, comme disait Monsieur Ciotti, avec cette chape de plomb, tous ces médias, ces sondages, ces experts qui ont toujours tort sur tout, raison sur rien, et qui finalement... C'est une belle rentrée, vous. Hein. Ça y va direct. Non, mais j'englobe aussi des gens comme Géraldine ou Valérie dans Merci. J'adore. Non, mais elle a le droit aujourd'hui. Hein. Non, mais dans le côté donneur de leçons, si vous voulez, le Musk bashing qui a eu depuis des années à vilifier Musk alors qu'il était là pour libérer la liberté d'expression, c'est assez insupportable. Pardon ?
Et l'antisémitisme. Ah, ça, c'est votre dada. À chaque fois, le moindre truc, tout le monde, les étiquettes infamantes. C'est elle qui m'en a parlé. Elle dit ce qu'elle pense. Celle qui parle de moi. Je n'ai pas parlé d'antisémitisme. Oui, elle n'a pas parlé de ça. S'il vous plaît, elle est là. En plus, elle vient pas souvent. Et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est quand même c'est l'américaine. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut. C'est son jour. Voilà, merci. Non, et je pense que ces experts, en fait, n'ont rien compris, comprennent rien. Quand on ne donne pas la parole, c'est niette. Ils ont vu qui m'apostrophe, je réponds. Oui, mais même si elle vous apostrophe, ça passe par moi et je vous dis si c'est bon ou pas. Ah ouais, d'accord, ok. C'est la démocratie. Ça se passe comme ça. Oui, moi je vous le dis, oui. Ils ont vu 3 séries américaines et ils croient qu'ils sont comme les Américains, qui comprennent tout aux États-Unis. Ils ont fait un voyage, un week-end aux États-Unis et ils croient qu'ils connaissent les États-Unis. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Aux États-Unis, le problème économique, au-delà du problème woke, ça a été vraiment le vrai sujet. Aux États-Unis, c'est pas comme en France. Il n'y a pas d'aide sociale. Donc pour eux, c'est une question de survie. Le point de vue économique, c'est juste leur survie qui joue. Ma mère dit, je suis très contente de revoir Béatrice Rosette. Ah bah embrassez votre maman pour moi. Voilà, bah, je le dis. Voilà. Donc c'est déjà, vous avez une fan. Bam. Merci. Elle m'a jamais dit ça sur Géraldine. Merci. Mais c'est pas grave, embrassez-la quand même. Non, merci. Je pense que les deux sujets sont liés. Donald Trump qui apporte des réponses à la crise inflationniste américaine et qui prend, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, comme vice-président, un représentant des classes ouvrières pauvres. Qui sera le prochain président. J.D. Vance, et qui a écrit un best-seller qui a été vendu à des millions d'exemplaires, qui a été adapté par Netflix, qui décrit la paupérisation de l'Amérique, ce qu'on appelle les rednecks, donc cette classe ouvrière blanche assez pauvre, pour ne pas dire très pauvre. Donc d'un côté, vous avez Donald Trump qui essaye de trouver, et qui devient, alors qu'il est milliardaire, le candidat des classes ouvrières, face à Donald Trump, face à Kamala Harris. Et c'est exactement ce qui se passe en France avec la France insoumise. C'est-à-dire que c'est cette gauche qui abandonne les classes populaires au profit du wokisme. Et c'est pour ça que vous avez des François Ruffin, des Fabien Roussel qui rompent avec la France insoumise. François Ruffin, il s'en va et il dit « Moi, je veux réconcilier la France des tours et la France des bourgs. Je veux encore parler à la classe ouvrière. » Et donc, Trump a réussi à parler à la classe ouvrière alors que Kamala Harris n'a jamais réussi. Et elle a choisi un vice-président qui était censé capter ce vote ouvrier, mais qui était en fait un gouverneur qui avait fait un deuxième mandat hyper woke. Donc, c'est pour ça que c'est lié, à mon avis, à la fois à la défaite du wokisme, mais aussi la victoire de Trump qui a réussi à devenir le candidat des classes populaires. Et d'ailleurs, c'était intéressant, quand il faisait des meetings, il ne s'adressait pas à des catégories, à des communautés. Il s'adressait à l'Amérique tout entière, alors que Kamala Harris s'adressait à des communautés. Et voilà, essayait de plus fracturer. Donald Trump, on va revoir sa victoire, surtout sa marque de fabrique, c'est la danse. Il adore danser à chaque fin de meeting. Regarde. C'est drôle, c'est une rigolade, mais drôle. C'est incroyable. Ouais, ça fait... Et en plus, c'est un hymne gay. Donc là aussi, c'est un coup de génie de Trump pour montrer, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, je ne suis pas dans la discrimination, je ne suis pas homophobe. Donc c'est aussi le choix de cette musique. Et alors, Éric Ciotti, c'est vrai qu'on en parle, on en a parlé tout à l'heure ensemble. C'est vrai qu'en vrai, voilà, on en a parlé même avec les chroniqueurs. C'est vrai que pour la plupart, ce qui les fait rire, c'est quand même tous les donneurs de leçons qui ont perdu en fait. Après voilà, c'est vrai qu'il y en a plein ici qui disaient moi je connais pas trop le programme ni de Kamala Harris ni de Donald Trump. Ce qui me fait juste rire, c'est que les donneurs de leçons se sont pris une énorme gamelle. C'est partagé. Ah oui. Ça a été une joie matinale ce matin de regarder certains commentateurs forts de leur certitude, forts de leurs leçons, et qui étaient consécutifs à une chape de plomb médiatique depuis des semaines, depuis des mois. Il suffit de regarder le titre des émissions, notamment sur le service public, où énorme. Chaque fois le nom de Trump était accolé à l'adjectif fasciste ou au fascisme. Systématiquement, c'était toutes les connotations des formes de fascisme. Et quand on regarde les titres des émissions liées à Kamala Harris, systématiquement, c'était une femme engagée, une femme courageuse. Donc il y a... Regardez, on a même les unes de Libération. Voilà. Kamala Harris, départ gagnant. Kamala arrive, Donald tremble. Voilà. Et puis, regardez, je vais vous montrer cette
cette bande-annonce de BFM TV. Certains ont trouvé qu'une partie de la bande-annonce pour la nuit d'élection américaine était un peu trop partisane. Regardez, vous me dites ce que vous en pensez après. Regardez. Les États-Unis à l'heure du choix. Kamala Harris, Donald Trump. Deux visions de l'Amérique radicalement différentes. Qui, au terme de cette campagne hors norme, occupera le bureau ovale? L'ancien président plus incontrôlable que jamais ou la vice-présidente qui a redonné espoir aux démocrates? C'est incroyable, vous en rigolez. Mais vous voulez que je vous dise, c'est incroyable, là. C'est Jean-Michel. Ce qui est complètement fou, c'est qu'ils n'apprennent rien. Ils nous avaient fait exactement la même chose il y a 8 ans contre Hillary Clinton. Tous les médias disaient Hillary, ça y est, la future présidente. Ils sont même endormis, ils ont été se coucher en disant demain matin, c'est Hillary qui a gagné. Et le matin, c'était Trump. Mais ça, ils n'apprennent pas. Ils ne voient la vie qu'à travers New York, Washington, Los Angeles, mais le reste des États-Unis ne comprennent rien. Parce que tout le monde disait que ça allait être serré, mais ça a été une déculottée. C'était serré, mais il a tout gagné en fait. Oui, parce que normalement on aurait dû. Le vote populaire. Bien sûr. C'est la première fois d'ailleurs que depuis 2004, qu'un républicain a un tel résultat, une majorité absolue 5 en millions vote de votes populaire. Exactement, c'est énorme. 5 millions de votes d'écart entre Trump et Harris. Si ça avait été plus serré, ça aurait pris des semaines à dépouiller, à départager. Donc ça a été vraiment une grosse raclée. Et en fait, on a constaté que toutes les Beyoncé, les Jennifer Lopez, toutes ces... Mais écoutez-moi bien, mais je vais dire un truc aux téléspectateurs, les mecs. Non mais déjà, les gars... Taylor Swift avec sa guitare, écoutez, moi bien Elon Musk. Avec une fusée. Non, mais, déjà, je vais vous dire un truc, moi, que je pense. Elon Musk, c'est pour moi, c'est le plus grand génie sur Terre actuellement. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Vous croyez vraiment qu'Elon Musk aurait été soutenir Donald Trump s'il n'était pas sûr qu'il allait gagner? Mais moi, à partir du moment où Elon Musk a soutenu Donald Trump, j'ai dit, c'est sûr, c'est fini, Donald Trump est président. C'est terminé. Elon Musk, il n'y serait jamais allé s'il n'était pas sûr à 100% que Donald Trump allait gagner. Vous croyez vraiment? Je ne suis pas d'accord avec vous parce que c'est un type qui prend des risques tout le temps. Oui, mais là c'est le contraire. Mais alors, c'est là où vous vous trompez. Il y est allé pour gagner. C'est là où pour moi, vous êtes un petit peu naïf, Thomas Guénolé. Il est allé pour ses convictions. Non, mais bien sûr, mais vous êtes un petit peu naïf, Thomas Guénolé. Sachez que si Trump n'avait aucune chance de gagner ou était dans le même cas que Kamala Harris, il n'y serait jamais allé, sachez-le. Et il y est allé parce qu'il s'est dit, j'ai beaucoup plus de chances de gagner que de perdre. Et, voilà. Et aujourd'hui, on a un président des États-Unis qui est Donald Trump et on a un maître du monde qui est Elon Musk. C'est le favori des bookmakers, Trump. C'est le favori des bookmakers. Bien sûr, donc c'est pas. Vous savez, il prenait pas. Et vous croyez qu'Elon Musk. Alors nous, Cyril Hanouna ou Jean-Michel Maire ou Raymond Abou, on a des infos. Vous croyez qu'Elon Musk, lui, il n'a aucune info. Non, il a aucune donnée, il n'a rien. Il n'a pas des mecs qui ont travaillé sur des datas avec Twitter. Mais Thomas Guénolé, je vous adore, mais parfois, vous êtes d'une naïveté qui m'attendrit. Merci. Mais en fait, j'ai plus de respect pour lui que vous, parce qu'en fait, je suis en train de dire qu'il l'a fait par conviction, et non pas parce qu'il pensait qu'il allait gagner. Mais je vous dis juste que vous êtes... On parle d'un mec qui a pris le risque de mettre des fusées dans l'espace, dans le secteur privé. C'est un mec qui prend des risques. Et au moment où il l'a rallié, le mec était derrière dans les sondages. Moi, je suis en clientèle avec Éric Ciotti, là. Merci. Merci. Éric Ciotti, je vous sens quand même... Parce que je sens quand même que vous jubilez aujourd'hui, mais est-ce que vous jubilez parce que vous dites... C'est vrai qu'en ce moment, en France aussi, on sent quand même que les Français en ont marre des donneurs de leçons aussi, et qu'il y a une certaine similitude entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Il y a une véritable similitude. Moi, je l'ai vécu, je l'ai même subi au mois de juin dernier, quand on a fait l'alliance avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce que j'ai pris? La chape de plomb, les commentaires, l'ostracisme. Vraiment, je le redis, mais j'avais le sentiment de rentrer dans le tourbillon de la zone du mal, quoi, avec des commentaires extrêmement péjoratifs, engagés, négatifs. Et ça, les Français, je crois, ne le supportent plus aussi. Et de moins en moins. Ils en ont assez qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire depuis un cénacle parisien qui, vous le disiez tout à l'heure, quelque part s'est toujours trompé, a mis le pays dans l'état où il se trouve, quasiment en faillite, avec une explosion de la violence, avec un record d'immigration, avec une désindustrialisation, avec des erreurs stratégiques
majeures, les 35 heures, la retraite à 60 ans, la fin du nucléaire, qui nous ont mis dans la ruine aujourd'hui. Et ces gens qui se sont à peu près trompés sur tout, ils viennent dire où est le vote du bien et où est le vote du mal. Et ça, je crois qu'il y aura, et ça va arriver. Il y a cette révolte, elle a eu lieu aux États-Unis, parce qu'ils ont dit, mais non, on en a assez, on est libre. Et moi, cette élection, c'est aussi l'élection de la liberté. Alors, bien sûr qu'il y a des outrances. D'abord, c'est une extraordinaire campagne de communication. Quand il conduit la benne à ordures, quand il y a l'affaire Peanuts. Bon, c'est en termes de communication politique, de mobilisation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire ici. Les moyens aussi, l'engagement, c'est, je crois, 20 milliards d'euros dépensés dans la campagne. Nous, le plafond en France, c'est 20 millions d'euros. Donc, c'est absolument pas dans la même échelle. Mais il y a des similitudes. Et je pense que ces similitudes, c'est un pays qui est fier, parce que Trump, c'est aussi l'Amérique qui revient, la fierté, le patriotisme. Et ça, en France, on nous a tellement interdit, dès que quelqu'un met un drapeau, c'est un fasciste aujourd'hui. Et là, il y a cette fierté qui est redonnée, il y a dire, on arrête de s'excuser d'être de ce que nous sommes, il y a dire... On défend nos frontières, et ce n'est pas une honte, et dire il faut que chacun gagne sa vie. L'inflation, le prix du lait qui avait été multiplié par 10, l'économie, parce que c'était le premier argument de vote, le deuxième c'était l'immigration, le troisième c'était la simplification, et la lutte contre les gangs et le narcotrafic. C'est en gros ce que veulent les Français. Lutter contre la violence, plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration. Donc là aussi, il y a des similitudes. Et ça nous donne d'ailleurs un chemin, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui en exprimant ma satisfaction, c'est de dire... Il faut aussi tirer parti de ce qui s'est passé, ne plus avoir peur, ne plus avoir tabou. C'est ça le rôle de la droite et je crois de l'union des droites en France. En revanche, vous l'avez déjà croisé, Bernard Montiel, même pas dans un point soleil Béatrice Rosen, ma mère vous regarde. Pas de pression. Non, je voulais juste dire que ce qui est incroyable avec l'espace médiatique français, c'est que toute la journée, j'ai vu des commentaires sur X de France Info, France Inter, qui s'étonnaient que les sondages se soient trompés et ils disaient, oui, les électeurs de Trump n'osent pas dire qu'ils votent pour lui, donc ça biaise, donc c'était encore de leur faute, ça biaise les sondages. Sauf qu'ils passent leur temps à traiter les électeurs de Trump d'ordures, de fascistes, de nazis, et après ils s'étonnent que les gens n'osent pas le dire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, et je pense que même en France, tout ça c'est terminé, on est au bout. Valérie Benaïm, je vous avais dit, et à Thomas d'ailleurs qui était là, je vous avais dit, les sondages ne valent rien, je vous l'ai dit il y a 2 jours. Vrai ou pas, Thomas? Je l'ai dit sur ce plateau aussi. Non, mais les sondages ne valent rien. Non, mais je signale. Non, mais écoutez, vous êtes politologue. Oui, comme moi, je suis charcutier. Non, quand même un peu mieux. Moi, je croyais aux sondages serrés. Mais je ne vous ai jamais vu découper de la viande. Vous venez à la maison. Non, mais c'est vrai, moi, je croyais aux les sondages sous-estiment toujours Donald Trump. Et en fait, l'erreur des sondeurs et l'erreur de certains journalistes, c'est qu'ils pensaient au contraire que Donald Trump allait être surestimé lors de cette élection. Pas du tout. Donald Trump était bien sûr sous-estimé. Et sachez-le, tous les gens aux États-Unis qui sont un petit peu sérieux et qui travaillent un peu et qui ont quand même, qui sont quand même cérébrés, savaient très bien que Donald Trump était vraiment, sachez-le, sous-estimé et qu'il allait gagner quoi qu'il arrive. Moi, je vais vous dire, j'ai eu un pote aux États-Unis qui m'a dit, parce qu'il y a un mec qui avait parié 28 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump. Et il m'a appelé, il m'a dit, si j'étais toi, je parierais tout ton argent sur la victoire de Donald Trump. Tu es sûr de gagner, crois-moi, vas-y. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, je suis toujours au même point. Merci.